Bonjour à tous. Nous sommes lundi 26 avril. Bon, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, ensoleillées en tout cas. Allez, c'est reparti pour une semaine de vidéos. Donc, je vous montre le programme. 4 jours cette semaine, 4 vidéos. Et on se retrouve quant à nous le 3 mai en classe entière, hein, normalement, sauf si ça change d'ici là. Alors, donc je suis dans Pronote à la case du lundi. J'espère que vous y aurez accès ce matin, ce qui n'est pas gagné. Donc aujourd'hui, on fait une étude de texte de Charybde et Scylla. Vous n'avez pas besoin de votre manuel parce que je vais vous mettre le texte directement à l'écran. Et puis on a je vous donne pas mal d'exercices à faire pour demain. Alors rassurez-vous, comme je le mets ici, en fait ce sont des exercices très courts sur les homophones, donc vous savez les A, son, C, etc. Donc je vous en ai mis toute une tripotée, mais ça va aller très vite. Donc peut-être 20 minutes de vidéo à écouter aujourd'hui, plus 20-25 minutes d'exercice à faire. De ce fait, demain dans la vidéo, on corrigera les exercices de mardi et on ira faire un petit tour dans le Drive pour ouvrir tous les documents que je vous ai mis. D'ailleurs, je vais juste vous montrer très rapidement dans quelques secondes. Jeudi, on fait une nouvelle étude de texte à partir d'un texte du manuel. Cette fois-ci, c'est toujours Ulysse. C'est notre dernier texte qui se situe plutôt à la fin de l'Odyssée, bien sûr. Et dès vendredi, on commence la poésie. Pour cela, donc, vous n'avez besoin, encore une fois, que de votre manuel, pas de livre particulier. Alors, je vous ai remis le lien vers le Drive et vers la chaîne, ce qui fait que dans le travail à faire, comme j'ai pas de case à mardi, je ne peux pas vous mettre les exercices pour mardi. Donc en gros, j'ai juste mis 3 fois rien dans le travail à faire, à savoir suivre les vidéos. Alors, si vous cliquez sur le lien du Drive, vous arrivez ici comme d'habitude. Hop, on va aller dans les leçons, regarder un petit peu ce que j'ai mis. Donc là, forcément, vous allez avoir le chapitre 4 que nous allons traiter aujourd'hui. Et puis, je vous ai mis, donc, vous voyez, 3 nouveaux documents qu'on regardera dans la vidéo de demain. Des petites choses sur les dieux grecs, sur la généalogie des dieux, et puis aussi sur l'alphabet grec. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est juste une petite planche pour vous montrer. Voilà, donc tout de suite, on va se diriger vers notre chapitre 4. Voilà. Alors, comme il n'y avait pas dans votre manuel de texte sur l'épisode de Charybde et Scylla, du coup, je vous ai copié-collé le texte au début du chapitre 4. Le chapitre 4, j'en profite pour le dire, n'est pas forcément à recopier non plus, hein. Vous pouvez soit recopier dans votre classeur si vous avez envie, soit imprimer des petits bouts, mais avec les illustrations, ça va être compliqué, soit ça reste dans votre drive. De toute façon, hein, vous avez tous les cours dedans. Alors, je vais commencer, comme pour la précédente étude de texte, par vous lire le texte. Il est assez long. En réalité, on va en étudier seulement une partie, mais je voulais vous donner voilà, tout le contexte. Donc, vous voyez tout au début, puis l'Auguste Circé me tient ce discours. Donc, on est dans un épisode où Ulysse est chez Circé, et donc Circé lui parle. Mais vous savez que tout ça, il le raconte à Nausicaa. Donc c'est un petit peu compliqué, hein. Ulysse est chez Nausicaa et Alkinoos, le roi et sa fille, et il leur raconte que Circé lui a dit tout ce qui va suivre. D'accord? On va en reparler un petit peu, mais comme ça vous aide à comprendre. Donc c'est le discours de Circé qui commence ici avec le tiret. D'abord, tu rencontreras les sirènes, séductrices de tous les hommes qui s'approchent d'elles. Celui qui, poussé par son imprudence, écoutera la voix des sirènes ne verra plus son épouse ni ses enfants chéris, qui seraient cependant charmés de son retour. Les sirènes couchées dans une prairie captiveront ce guerrier de leurs voix harmonieuses. Autour d'elles sont les ossements et les chairs desséchées des victimes qu'elles ont fait périr. Quand vous avez des points de suspension entre parenthèses comme ça veut dire que le texte a été coupé. Lorsque tes compagnons auront fui ce rivage, je ne puis t'enseigner quelle route tu auras à suivre. Tu ne prendras conseil que de toi-même. Cependant, je vais t'indiquer les chemins qui s'ouvrent des deux côtés. Là sont des roches saillantes autour desquelles grondent les flots azurés d'Amphitrite. Elles sont appelées par les dieux fortunés roches errantes. Amphitrite, c'est la femme de Poséidon. Alors donc 2 roches. Tiens, je vais sauter une ligne ici. Voilà, là c'est la première. La pointe aiguë de l'un de ces 2 écueils touche aux vastes cieux.
Elle est environnée d'un nuage sombre qui ne se dissipe jamais, et la sérénité ne brille point à son sommet, ni dans l'été, ni dans l'automne. Nul homme ne pourrait y monter et n'en pourrait descendre, eût-il même 20 bras et 20 pieds, tant cette roche est lisse et semble être soigneusement polie. Au milieu du rocher se trouve une caverne obscure tournée vers le couchant du côté de l'Érèbe. C'est là, noble Ulysse, qu'il faut diriger ton vaisseau. Vaisseau, c'est bateau, bien sûr. Un homme jeune encore, qui de son creux navire lancerait une flèche contre cette grotte, n'en atteindrait pas le fond. Scylla pousse d'affreux rugissements, sa voix est semblable à celle d'un jeune lion, et personne ne se réjouit à la vue de ce monstre terrible, pas même un dieu. Scylla possède 12 griffes horribles et 6 coups d'une longueur démesurée. À chacun d'eux est attachée une tête effrayante où paraît une triple rangée de dents serrées et nombreuses sur lesquelles siège le noir trépas, c'est-à-dire la mort. Le milieu de son corps est plongé dans la vaste caverne. Ce monstre ne fait sortir du gouffre que ses têtes hideuses. Il les promène autour de l'écueil, donc l'écueil c'est le rocher, puis saisit et dévore les dauphins, les chiens de mer et les énormes baleines que nourrit par milliers la bruyante Amphitrite. Aucun marin ne se glorifie d'avoir échappé sain et sauf aux fureurs de ce monstre terrible, car s'il a saisi toujours un homme par chacune de ses têtes et l'enlève de son navire à la proue azurée. Ouh là là, ça se profile pas bien. Alors, de l'autre côté, l'autre écueil, l'autre rocher. Ulysse, l'autre écueil que tu verras est plus bas, très près de l'autre, et à la portée des flèches. À son sommet s'élève un figuier chargé de feuilles. Au-dessous de ce figuier est la formidable Charybde, qui engloutit sans cesse l'onde noire. L'onde, c'est l'eau. 3 fois par jour, et elle la rejette, et 3 fois encore, elle l'avale en poussant des mugissements effroyables. Qu'il ne t'arrive donc point de passer dans ces lieux lorsque Charybde absorbe les eaux de la mer, car nul ne pourrait t'arracher à la mort, pas même le puissant Poséidon. Rapproche-toi de Scylla et dirige ton navire en effleurant l'écueil. Il vaut mieux regretter 6 compagnons que de les voir périr tous ensemble. Donc elle a fini de parler, notre Circé, vous voyez le texte est coupé, donc il y a diverses péripéties, et quand je vous ai recopié ce passage-là, Ulysse est en train d'affronter les périls que Circé lui a décrits juste avant. Et donc tout ça, rappelez-vous, il le raconte également à Nausicaa et Alkinoos. Enfin, nous entrons en gémissant dans le détroit. D'un côté se trouve Scylla et de l'autre la redoutable Charybde qui dévore avec fracas l'onde amère. Quand celle-ci vomit les vagues qu'elle vient d'engloutir, la mer murmure en bouillonnant comme l'eau d'un bassin placé sur un ardent foyer, et l'écume jaillit dans les airs jusque sur les sommets élevés des 2 écueils. Mais lorsque Charybde absorbe l'onde, la mer se creuse avec bruit, les flots se brisent en mugissant autour du rocher, et dans le fond de l'abîme, la terre laisse apparaître une arène bleuâtre. Mes compagnons sont saisis d'épouvante. Ça veut dire que la terre laisse apparaître le sable bleu du fond de la mer. Tandis qu'en redoutant le trépas, nos yeux sont fixés sur Charybde, Scylla enlève de mon navire 6 marins renommés. Alors, portant mes regards sur mon navire, je n'aperçois plus ses compagnons fidèles, mais je vois leurs pieds et leurs mains s'agitant dans les airs. Tandis que ces infortunés me tendent les bras en poussant des cris déchirants, le monstre les dévore devant sa caverne. Jamais, en parcourant les plaines humides de l'océan, un si triste spectacle ne s'offrit à mes regards. Voilà pour cette lecture. Donc, comme je vous le disais, on est dans un dialogue à l'intérieur d'un autre dialogue. Alors, attendez, je grandis un peu le texte. Voilà, puisque je répète, Ulysse raconte à Alkinoos ce que Circé lui a elle-même raconté. Donc c'est Circé qui lui donne le plan d'attaque, et ma foi, c'est pas très engageant tout ça. Donc on a un dialogue à l'intérieur d'un dialogue. Alors ce qui nous intéresse nous, c'est pas vraiment cette partie sur les sirènes, c'est plutôt la suite. Donc vous voyez, j'ai sauté une ligne. On va s'intéresser aux 2 rochers de Charybde et Scylla, puisque c'est le thème de notre texte. Donc on voit que ici, ça n'est pas vraiment un récit d'aventure, c'est une description. Donc le récit s'arrête momentanément, justement, à le récit des aventures, et ce passage de description est là pour nous faire imaginer, pour nous faire vraiment visualiser ce qu'on a sous les yeux. Et les 2 rochers sont assez différents. Alors si on avait été en classe, je vous aurais fait relever les informations
dans un genre de tableau. Donc là, on va le faire ensemble. Donc on va regarder les rochers l'un après l'autre. Donc là, ça tombe bien, il y a le premier rocher, j'arrive à vous l'afficher en entier. Donc on va regarder ce qui concerne le rocher et ce qui concerne le monstre, parce qu'à chaque fois, on nous décrit d'abord le rocher et après le monstre. Donc le premier rocher, on vous dit qu'il est pointu, une pointe aiguë, ça veut dire très pointu. Hein. Et non seulement le rocher est aigu, mais en plus il touche aux vastes cieux, donc ça veut dire qu'il est très haut. Donc là, on relève simplement les informations. Hein. Qu'est-ce qui corrobore l'idée qu'il est très haut? C'est-à-dire qu'est-ce qui appuie l'idée qu'il est très haut? Eh bien, vous voyez donc, la pointe aiguë du rocher est environnée d'un nuage sombre qui ne se dissipe jamais. Donc si on est dans les nuages, c'est que vraiment ce rocher est très très haut. La sérénité ne brille point à son sommet, hein, on est dans la même idée que le nuage sombre, ni dans l'été, ni dans l'automne. Donc, le fait que ce soit très haut, très pointu, très sombre, ça ne nous dit rien qui vaille déjà. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Nul homme ne pourrait y monter et n'en pourrait descendre. Ah bon? Eût-il même 20 bras et 20 pieds? Ah bon? Donc même si c'est un genre de dieu, de héros, de créature. Et pourquoi ça? Tant cette roche est lisse et semble être soigneusement polie. Donc on a vraiment l'image d'une lame de couteau qui se forme, parce que justement la lame de couteau est particulièrement lisse. Polie, donc du verbe polir, hein, c'est ce qui va être glissant et éventuellement d'ailleurs tranchant. Donc une caverne, un rocher qui ressemble à une pointe de couteau. Alors ensuite, on va nous décrire un petit peu le monstre juste après. Au milieu du rocher se trouve une caverne obscure tournée vers le couchant, donc ça veut dire tournée vers l'ouest. Donc en gros, au milieu de ce rocher pointu très haut, on a un trou qui est la caverne, et donc c'est un peu contradictoire. Hein. Circé dit, c'est là, noble Ulysse, que tu dois diriger ton vaisseau. J'ai envie de dire, ah bon, tout ce qu'on nous en a dit avant, c'est tout de même pas très engageant, mais comme on a lu le texte, on sait qu'il vaut tout de même mieux passer vers Scylla que vers Charybde. Même on dit un homme jeune encore qui pourrait lancer une flèche, donc on imagine que la précision jeune encore, ça veut dire qu'il va lancer sa flèche très loin parce qu'il est très fort. Eh bien, un homme jeune qui serait très très bon à l'arc n'en atteindrait même pas le fond de cette caverne. Alors, si le fond est immense, c'est pour mieux nous laisser imaginer que Scylla est immense, puisqu'elle est cachée dans ce trou. Vous voyez, il y a une raison à ça. Alors justement, Scylla, la voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit de ce monstre? Après nous avoir décrit son rocher de façon très négative, on dit aussi très péjorative, hein, un rocher très haut, très sombre, très pointu, tranchant, avec une caverne énorme. Tout ça n'est pas de bon augure. Alors Scylla, elle, donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Elle pousse d'affreux rugissements. Donc là, on va avoir un autre sens que celui de la vue qui est sollicité, c'est le sens de l'ouïe. Et vous le savez, qu'est-ce qui peut nous faire peur? La vue d'un monstre, bien sûr, mais le son qui va avec peut nous faire très peur. C'est pour ça que dans tous les films de suspense, d'épouvante ou d'horreur, on nous met toujours des musiques terribles, eh bien, parce que la peur vient aussi avec le son. Donc là, on a le son, justement. Affreux rugissement. Sa voix est semblable à celle d'un jeune lion. Donc ça va bien avec l'idée du rugissement. On a cette comparaison-là avec le lion. Et puis au sujet de la vue, donc, un autre sens qui va nous mettre dans l'épouvante, eh bien on nous dit que personne ne se réjouit à sa vue, pas même un dieu. Hein, les dieux qui n'ont peur de rien, et les dieux, je vous rappelle, qui sont souvent à l'origine de ces créatures, eh bien même là, les dieux eux-mêmes n'ont pas envie de regarder. Alors, mais pourquoi? Eh bien, on a une petite description un peu plus précise. Scylla possède donc 12 griffes horribles, 6 coups d'une longueur démesurée. Alors là, vous allez voir qu'on a des nombres qui apparaissent, donc 12 griffes, 6 coups et une triple rangée de dents. Donc les dents, on ne sait pas combien il y en a par rangée, mais en tout cas, chaque rangée est triple. Donc 6, 12, 3, tout ça, ce sont des multiples de 3, ou 3 lui-même, et le chiffre 3, c'est un chiffre qui est, comment on pourrait dire ça, très, très apprécié dans l'Antiquité, c'est un peu comme un chiffre magique. Vous verrez que dans la mythologie, on retrouve beaucoup de choses qui vont par 3 ou par multiples de 3, 3, 9, 12. C'est aussi le cas dans énormément de religions d'ailleurs. Et c'est aussi le cas dans les contes de fées, si vous avez noté, souvent il y a 3 péripéties, 3 objets magiques, etc. Donc le chiffre 3, c'est un chiffre vraiment symbolique. Donc là, c'est pour nous décrire l'horreur, des griffes, des coups. Elle a 6 coups avec 6 têtes au bout.
Mais donc dans chaque tête, on a 3 rangées de dents, donc ça va multiplier l'horreur de la chose. Et donc sur les têtes siège la mort, donc là vous avez ce qu'on appelle une métaphore, c'est-à-dire une image. Là, c'est comme si la mort était incarnée par une personne qui serait assise dans la tête de Scylla. Voilà, elle répand la mort partout. Son corps, donc, le milieu de son corps est plongé dans la vaste caverne et le monstre ne fait sortir du gouffre que ses têtes. Oh, bah alors dites donc, on n'a même aucune idée de à quoi ressemblent ses pieds. En revanche, je préfère peut-être pas le savoir. Les 12 griffes, d'ailleurs, on nous dit pas si c'est au bout de ses mains ou au bout de ses pieds. Alors, il promène quoi donc ses têtes autour de son rocher et elle attrape, pardon, Scylla, un petit peu tout ce qui passe, les dauphins, les chiens de mer, etc. Donc on sait bien sûr, elle va attraper aussi les marins. Et oui, hein, aucun marin ne se glorifie d'avoir échappé sain et sauf aux fureurs de ce monstre terrible. Ça veut dire que sur un bateau, il y en a au moins 6 qui sont attrapés à chaque fois. Bon, donc ceci ne nous présage rien de bon, mais au moins, j'allais dire, on sait à peu près tout sur ce monstre. Donc on a un rocher qui est présenté comme sa forteresse qui le protège, on a beaucoup de chiffres qui sont vraiment effrayants, et on a une petite partie non dite, hein, qui est le bas de son corps, on ne sait pas à quoi ça ressemble, et ça peut vraiment débrider notre imagination. Avec ce qu'on sait sur ses têtes, on peut y craindre vraiment le pire sur le reste. En revanche, pour l'autre rocher, vous allez voir que les informations sont beaucoup plus minimes. D'ailleurs, vous voyez, on a toutes ces lignes-là pour le premier rocher, et juste ça pour le deuxième. Vous voyez, c'est beaucoup plus court. Alors, Ulysse, donc c'est toujours Circé qui s'adresse à Ulysse. Ulysse, l'autre écueil que tu verras est plus bas, très près de l'autre, à portée de tes flèches. Ah, donc on se dit, peut-être que c'est celui-là qu'il faut attaquer. À son sommet s'élève un figuier chargé de feuilles. Au-dessous de ce figuier, la formidable Charybde qui engloutit l'onde noire. Alors, vous voyez, sur le rocher, on n'a que ça comme information. Donc, très très peu. On sait juste qu'il est plus bas, et on sait qu'il y a un gentil petit figuier, j'ai envie de dire, au sommet du rocher. Donc, ce rocher-là ne paraît pas du tout effrayant comme le précédent. D'autant que le figuier, alors encore un petit peu de culture générale, le figuier, c'est vraiment l'arbre de la vie, parce qu'il produit des figues, que les figues, c'est un fruit extrêmement nutritif. C'est un petit peu comme l'olivier, qui est un autre grand arbre de l'Antiquité. Donc c'est un arbre très positif, le figuier comme l'olivier. Donc là, il y a même peut-être une espèce de piège. On voit ce petit rocher tout bas qui ressemble juste à un gros rocher plat avec un figuier. On a presque peut-être envie d'aller chercher des figues. On ne se méfie pas. Et oh là là, attention. Donc au-dessous de ce figuier est la formidable Charybde. Vous voyez que formidable, ça nous dit pas non plus grand-chose. Formidable, elle est donc immense peut-être. Elle est remarquable, mais en quoi? On ne sait pas. On n'a aucun détail sur son apparence. On sait juste ce qu'elle fait. Donc, elle engloutit sans cesse l'eau, et on le sait 3 fois par jour. Vous voyez, il y a encore le chiffre 3 qui revient. Donc, 3 fois par jour, elle rejette, et 3 fois encore, elle avale. Alors, avec les mugissements effroyables, on avait rugissement pour Scylla, mugissement pour Charybde, le son effrayant est bien là. Donc on a le son, mais on ne verra rien finalement, à part cette eau qui bouge. Donc quand elle la rejette, on sait que la gerbe d'eau va aller au-dessus même du rocher, et quand elle avale, on le sait plus bas, c'est écrit plus bas, on sait qu'on voit carrément le fond de la mer. Donc on comprend pourquoi Circé lui dit « Nul ne pourrait arracher à la mort, pas même le puissant Poséidon, parce qu'en fait, cette Charybde, c'est une espèce de siphon qui va avaler et projeter toute l'eau de la mer, donc personne ne peut résister à ça. Donc, d'où le conseil de Circé, il vaut mieux regretter 6 de tes compagnons que de les perdre tous. Donc, analyse de ce petit bout. On a une tactique tout à fait différente. Dans le premier rocher, la tactique du narrateur, c'était de nous faire peur, avec beaucoup de détails. Ici, c'est l'inverse. On veut toujours nous faire peur, ça, le but n'a pas changé, mais avec
très peu de détails. Ce qui fait que nous, on va imaginer rien du tout au départ. Hein. On se dit, on se fait avoir comme Ulysse. Oh, gentil petit rocher avec le figuier. Mais c'est un énorme piège parce que si on va de ce côté-là, on va se trouver littéralement avalé par cette bouche béante que représente Charybde. Voilà, donc là, on nous fait peur avec ce qui n'est pas dit. On sait juste l'action, on ne sait pas à quoi elle ressemble et je ne préfère pas savoir à quoi ressemble cette bouche énorme. Dans la suite du texte, donc que je vous ai copié, on va quand même avoir le récit de ce qui se passe vraiment. Donc là, on a cessé la description, on revient aux actions, c'est-à-dire que Ulysse raconte à Alkinoos et Nausicaa ce qui se passe vraiment. Et est-ce que ça se passe comme Circé l'avait dit ? Eh bien oui. Eh bien oui. Et pour mieux nous faire éprouver ce qu'il y a d'horrible, déjà on a frémi à la description, là il y a finalement une répétition, puisque Circé avait déjà tout décrit. Et c'est ce qui arrive, donc une répétition dans le récit. Et là, ceux qui écoutent le texte du temps d'Homère, où on le dit, ou nous, là, qui sommes en train d'écouter le texte, on va vivre 2 fois cette scène horrible. Une fois Circé la raconte, et une fois Ulysse est en train de la vivre. Et donc les détails horribles, eh bien, on en a. Ils agitent, Ulysse dit « Je vois leurs pieds et leurs mains s'agitant dans les airs. » Ils poussent des cris déchirants. Le monstre les dévore devant sa caverne, donc tout le monde le voit. Et voilà, il dit que c'est un spectacle immensément triste, car jamais il n'en use un de plus triste, si l'on peut dire. Alors, en conclusion, à quoi servent ces textes ont 2 buts, on va dire. L'un, c'est bien sûr de mettre l'héroïsme d'Ulysse en avant, hein, puisqu'il a su quand même préserver un certain nombre de ses compagnons de ce problème. Vous vous rappelez qu'avant, il les a aussi préservés des sirènes. Et il y a un deuxième but qui est que dans l'Antiquité, on essaye de mettre en garde les marins, les vrais marins pour le coup, contre les dangers de la mer. Et ces 2 monstres, Charybde et Scylla, sont censés avoir siégé du côté du détroit de Messine, donc tout près de la botte de l'Italie, entre la botte de l'Italie et la Sicile. Et donc c'est effectivement à cet endroit-là qu'il y avait des courants très dangereux qui pouvaient faire penser à un phénomène de grands siphons comme celui de Charybde. Alors, en dessous, donc, vous avez tout ce que je viens de raconter. Donc, si vous voulez, vous pouvez copier dans votre cahier le petit bout qui est là. Ensuite, je vous ai mis un vase antique, juste pour vous rappeler que les sirènes antiques sont des oiseaux, hein, et non pas comme les sirènes scandinaves, des poissons. Je vous ai mis ici une autre mosaïque très connue. On voit toujours Ulysse attaché à son mât et les sirènes là. On voit leurs ailes ici. Hop, et un autre tableau beaucoup plus moderne, mais on voit bien les ailes aussi. Donc là, voilà, le relevé d'informations qu'on a fait ensemble du coup à l'oral et l'analyse que nous avons dite. Et ensuite, le deuxième relevé d'informations sur le deuxième écueil Charybde. Vous voyez, là, j'ai mis des points d'interrogation parce qu'on ne sait pas à quoi ressemble ce monstre. Et l'analyse de texte également, avec la petite conclusion. Ensuite, je vous ai mis d'autres illustrations. Donc, juste pour mémoire, notre Scylla, c'est une nymphe au départ. Elle est amoureuse, Glaucos est amoureux, je vais y arriver, d'elle, mais elle ne l'aime pas. Donc Glaucos va demander à Circé un breuvage pour la rendre amoureuse de lui. Sauf que Circé, elle, est amoureuse de Glaucos. Vous me suivez ? Glaucos qui est un fils de Poséidon, par ailleurs, hein, vous voyez sa queue. Donc, comme Circé est jalouse, eh bien, elle donne un filtre à Scylla, mais qui ne la transformera pas du tout en une nymphe amoureuse de Glaucos. Elle va la transformer en abominable monstre. Donc là, voilà, après sa transformation, selon donc les restes qu'on en a. Et puis, voilà, sur un vase encore. Et puis Charybde, pour le coup, il y a très peu d'illustrations de Charybde. Charybde, c'est une fille de Gaïa qui était affamée sans arrêt et elle a mangé les troupeaux d'Hercule. Il me semble que c'est Hercule. Donc elle a été punie puisqu'elle était trop goulue, trop affamée. Eh bien, elle va manger toute sa vie des bateaux. Elle est transformée en une espèce de bouche béante. Donc là, voilà, on a une illustration où on voit les deux, Charybde ici, et Scylla ici, vous voyez cette bouche abominable. Et là encore, une autre illustration avec Scylla, et ses vilaines têtes. Voilà. Donc, le cours est fini.
enchaîner sur les exercices à faire pour demain et nous corrigeons tout cela demain dans une grande séance cahier d'exercices. Allez, bon courage et bonne journée!